Hakone est un nom qui revient fréquemment dans les circuits touristiques au Japon. C'est pas vraiment une étape hors des sentiers battus. On peut pas en dire autant d'Odawara, pourtant situé à quelques kilomètres de là à peine, et où nous avons donc choisi de poser nos valises durant 2 jours, histoire de faire d'une pierre deux coups. Mais si la journée à Odawara a passé très vite et sans péripéties notoires, Hakone, ce fut une toute autre histoire. Venu là dans un but bien précis, cette journée a fini par s'apparenter à une sorte de gigantesque partie de cache-cache. Pourquoi? Comment? Eh ben on va voir ça dans cette nouvelle vidéo. Odawara est une petite ville de la côte pacifique, un peu au sud-ouest de Tokyo, ouverte sur la baie de Sagami. C'est aussi une des dernières gares Shinkansen quand on revient vers la capitale, juste avant Yokohama. Pour mes 2 compagnons de voyage, je pense que c'était important de s'arrêter ici puisque pour eux, le voyage touche bientôt à sa fin. Dans quelques jours, nous arriverons à Tokyo, leur ultime étape avant le retour en France, tandis que, pour moi, ce ne sera que la moitié du périple. Ils avaient donc émis le souhait de passer par Hakone, et ce dans un but assez précis. Admirer le mont Fuji, ce qui, somme toute, est assez compréhensible quand on vient au Japon. Et comme pour ma part, je voulais voir un maximum de lieux historiques, je me suis dit que faire une dernière halte ici avant de revenir sur Tokyo nous permettrait de satisfaire tout le monde. Oui, parce qu'il faut dire que Odawara, en plus d'être très proche de Hakone, que l'on peut facilement rejoindre en voiture, a une histoire pour le moins intéressante, et une fois n'est pas coutume, je vais vous la raconter, ou plutôt vous la résumer dans les grandes lignes dans un instant. Mais je vous laisse tout d'abord profiter un peu de ces images aériennes. Odawara est donc une étape intéressante pour les amateurs d'histoire, car son château, bien que reconstitué comme la plupart des châteaux japonais, et bien que n'étant pas situé en hauteur, fut en son temps une véritable forteresse presque imprenable, sur laquelle de nombreux chefs de guerre parmi les plus fameux se sont cassés les dents. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, où l'un d'eux, un des 3 réunificateurs du pays, finissent par venir à bout du clan Hojo, maître de cette place forte durant plus de 100 ans. Une reddition acquise par la ruse, puisque ce fin stratège eut l'idée de faire construire une sorte de faux château sur la colline d'en face, celle où nous nous trouvons là, à l'abri des arbres et donc des regards des assiégés. Celui-ci achevé, il fit abattre les arbres durant la nuit et au matin, les Hojo ont cru que l'ennemi avait réussi à bâtir un château face au leur en une nuit à peine. Ça ne pouvait pas être pire pour le moral des troupes, et même pour celui des chefs de guerre. Alors certes, vous le voyez, aujourd'hui il ne reste pratiquement plus aucune trace de ce château d'opérette, mais il faut s'imaginer la stupeur du clan Hojo à l'époque. Psychologiquement vaincu, la chute de ce clan n'allait pas tarder et le château d'Odawara rentrait dans le giron du Japon réunifié. Et pour illustrer ce que je vous disais juste avant, voici donc les abords du château d'Odawara, du moins de la partie reconstituée au XXe siècle. Comme très souvent, et c'est valable aussi pour les châteaux authentiques, on ne peut plus voir aujourd'hui que la partie centrale de ces immenses places fortes, le donjon principal quoi. Au départ, les châteaux japonais étaient en réalité de véritables villes fortifiées, des domaines absolument gigantesques. Et pour parvenir jusqu'ici, les ennemis avaient déjà fort à faire. Comme l'immense majorité des châteaux japonais reconstitués, si l'aspect extérieur du donjon est d'une grande fidélité au bâtiment originel, jusque dans sa conception et les matériaux utilisés bien souvent, l'intérieur, quant à lui, n'est rien d'autre qu'un musée, consacré bien sûr à l'histoire du château, voire à un pan de l'histoire du Japon entier, quand cela se justifie.
Ici, on a droit également à un comparatif des plus hauts donjons du pays, Odawara se classant du coup à la 7ème place. Alors, bien sûr, on parle de la taille du bâtiment uniquement, hein, pas de sa situation géographique par rapport au niveau de la mer, sinon le château de Gifu figurerait sûrement dans ce classement. Et quand je vous disais qu'au temps de leur splendeur, ces châteaux étaient de véritables villes fortifiées, eh ben en voici la preuve avec cette maquette. En tout cas, du haut de leur donjon, on ne peut pas dire que les Hojo ne profitaient pas d'une vue plutôt agréable, hein, entre l'océan Pacifique d'un côté et les montagnes de l'autre, dont le célèbre mont Fuji d'ailleurs, qu'on voit même pas en fait, tiens. Il se cache derrière une barrière nuageuse, bon bah tant pis. Espérons qu'on l'apercevra mieux depuis Hakone. Avec tout ce qu'on peut lire ou voir ici et là sur les réseaux depuis au moins 10 ans, on a facilement tendance à associer Hakone avec le mont Fuji. On pense évidemment au Torii de la Paix, hein, au bord du lac Ashi, celui qui est sillonné par le fameux bateau pirate là, et avec le mont Fuji en toile de fond en plus au loin vers la rive nord-ouest. Mais on oublie un peu trop vite que Hakone, c'est juste un petit village en fond de vallée, pas très loin d'Odawara, et duquel on n'aperçoit pas du tout le mont Fuji. En fait, quand on parle de Hakone maintenant, on parle de toute la région autour du lac Ashi. Une zone où les points d'intérêt ne manquent pas, il est vrai. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça permet de diluer un peu le flux touristique et de profiter de quelques moments plus tranquilles, comme ici, au sanctuaire Hakone. Mais en vrai, la situation géographique de cette zone fait qu'il suffit d'un rien pour que le mont Fuji reste totalement invisible. Prenez le célèbre Torii de la Paix, par exemple. Outre le fait qu'aujourd'hui il faut faire une queue interminable pour y accéder ne serait-ce que quelques secondes, le temps de prendre le même selfie que tout le monde, si le temps est couvert comme ce jour-là, on peut faire Tintin non pas sur le clafoutis, mais sur le mont Fuji. Par contre, on peut au moins apercevoir le bateau pirate passer dans l'encadrement du Torii. Maigre compensation, mais on s'en contentera. Et ouais, bienvenue à Hakone. Mais du coup, pour mes compagnons, c'est la déception qui est au rendez-vous ce matin, hein. Le Fuji, pourtant véritable colosse qui se découpe sur les paysages de cartes postales, semble vouloir jouer à cache-cache derrière les nuages. Impossible d'en apercevoir la moindre miette. Alors, puisque nous sommes en voiture, nous avons décidé de changer de point de vue et de prendre un peu de hauteur pour monter jusqu'à Owakudani, véritable échancrure d'origine volcanique dans les montagnes autour du lac Ashi, et d'où l'on extrait aujourd'hui du soufre. Les fumerolles qui s'échappent de l'endroit ne laissent d'ailleurs aucun doute quant à l'activité volcanique des lieux, hein, et la présence de gaz toxiques fait que le chemin de randonnée pour aller plus haut dans la montagne est fermé. Bon, qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas venus ici pour faire de la randonnée vulcanologique, mais simplement pour admirer un autre volcan, le plus majestueux du Japon, le Fujisan. Et pour le moment... C'est raté. Oui, voilà, même si le vent souffle particulièrement fort, oui c'est ça le bruit que vous entendez en fond, il n'y a pas d'éruption en cours, rassurez-vous, il ne souffle apparemment pas dans la bonne direction, parce que le Fuji est toujours aussi invisible. Il va donc falloir s'armer de patience. Alors on est venu ici entre autres pour voir le mont Fuji parce que c'est un des spots d'où on l'aperçoit le mieux. On nous le dit bien, voilà, vue sur le mont Fuji. Et effectivement, non, c'est raté. En tout cas pour le moment. Enfin ça fait déjà 2-3 heures qu'on est là. Et non. Alors que partout ailleurs, le ciel s'est bien dégagé de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Mais du côté du Fuji, c'est pas gagné. Hein.
Le paysage d'Owakudani est certes intéressant à voir, mais au bout de plusieurs heures, faut bien avouer que ça devient monotone, hein. Et j'en connais deux qui commencent à désespérer. Donc, aux grands mots, les grands remèdes, cette fois, il n'y a plus à tergiverser, il faut tenter de contourner les nuages qui nous barrent la vue. Et pour ça, direction cette fois Gotemba, de l'autre côté de la crête montagneuse devant laquelle s'amoncellent les nuages. Et là, enfin, notre patience est récompensée. Même s'il reste entouré d'un voile légèrement brumeux, le mont Fuji apparaît enfin sous le soleil de la fin d'après-midi. Ouf, tout le monde est content et pour moi, l'honneur est sauf. On est finalement allé beaucoup plus loin que prévu ce jour-là, et vu à distance, il faisait nuit en rentrant à Odawara, et demain, retour à Tokyo. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit like pour dire que vous avez apprécié la visite, un commentaire si vous le souhaitez, et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ce voyage n'en est qu'à mi-parcours pour l'instant, et le meilleur reste à venir, croyez-moi. D'ici là, comme on dit au Japon, matane, à la prochaine.